Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà pour une soirée événement autour de la publication d'une nouvelle vidéo pour CAP CNV Santé. Ce soir sont présents en direct sur Facebook et en direct par Zoom plusieurs animateurs, animatrices de CAP CNV Santé. Donc nous allons commencer par Sabine Sartou, qui est en vedette, bonsoir Sabine, qui est en Bonsoir. vedette dans cette vidéo, vous allez la voir, et qui partage la vedette avec Pascal Mollo, qui est également médecin, présidente de CAP CNV Santé. Et voilà, elles vont se présenter, peut-être elles vont en dire plus. Cécile Bassy, qui est aussi médecin, qu'on ne va pas voir dans la vidéo, mais qui est une pratiquante de communication non violente depuis longtemps. Et puis, nous avons la chance d'avoir aussi par Zoom Mercedes et Michel. Bon, voilà, j'ai peut-être laissé chacune se présenter un petit peu. Et puis, nous allons vous présenter donc la vidéo qui va être publiée après cet événement sur notre site YouTube CAPS DNV Santé. Vous pourrez donc la retrouver entièrement sur cette chaîne. Voilà, merci Laurent de nous présenter. Je vais peut-être dire un petit mot pour très contente de voir Michel et Mercedes qui sont là, puisque voilà, c'est très joyeux de présenter ces lives. Nous sommes peu nombreux parce que nous ne sommes pas encore très doués. Nous avons beaucoup de talent dans CAP CNV Santé, mais nous ne sommes pas encore très doués en termes de visibilité et d'information. Donc, c'est la raison pour laquelle nous enregistrons, pour ensuite pouvoir faire connaître en tout cas ce travail. Pour vous dire, ces vidéos, nous les avons réalisées en nous réunissant, en tout cas en direct, et nous avons choisi un thème qui est vécu, des thèmes qui sont vécus par les collègues qui sont des professionnels de santé, Sabine ce soir, dermatologue. Et en même temps que nous les avons réalisés, ça nous a beaucoup apporté en fait. Nous avons vécu en direct sous la forme de jeux de rôle. Ce sont une des pratiques de la communication non violente. Voilà, donc Sabine, tu veux dire peut-être c'est un peu sur ton expérience déjà, et puis te présenter un peu plus? Oui, un mot. Donc, je suis dermatologue en libéral. Je suis confrontée à l'annonce de mauvaises nouvelles, entre guillemets, régulièrement auprès des patients. J'ai introduit un petit peu en début de vidéo les raisons pour lesquelles j'avais choisi ce thème. Donc, si vous avez d'autres précisions à me demander, on pourra le faire après la vidéo, bien sûr. En sachant, voilà, c'était une façon de faire, ce qu'on a présenté avec Pascal, et que, bien sûr, tout ça, c'est mouvant et c'est dans le vivant de la consultation. Donc, c'est amené à être adapté au cas par cas à chaque patient, à chaque situation. Merci. Et toi, Cécile, qui est plus qu'active dans l'association et professionnelle de santé en activité aussi? Ouais, bah ouais, après avoir été médecin urgentiste plus de 25 ans, je suis maintenant médecin en soins palliatifs. Et alors, évidemment que les mauvaises nouvelles, ça me concerne aussi et je suis vraiment curieuse voilà, de voir comment Sabine fait. Je sens bien que j'ai changé, moi aussi, ma façon de faire depuis que je pratique la communication non violente pour annoncer les mauvaises nouvelles. Je crois qu'avant, j'avais à cœur la vérité, mais c'était parfois un peu rude, à mon avis, à entendre. Donc, hâte de voir. Et tu nous en diras plus parce que tu es dans quand même domaine d'activité où tu as aussi beaucoup à partager. Et puis, on a la chance d'avoir Mercedes Mage-Pellissier, qui est aussi très... Alors, la fervente, je ne sais pas comment dire, hein, de communication non violente. Mercedes, tu te présentes aussi, puis après Michel. Ah, on t'entend pas, Mercedes. Ouais, c'est mieux avec le micro ouvert. Moi, je suis contente de vous rejoindre. C'est la deuxième fois que je peux assister à une vidéo comme ça et elles sont vraiment riches d'enseignements et je trouve ça vraiment un outil pertinent. Et donc, moi, je suis psychiatre à l'hôpital public dans le nord-ouest de Paris. Et je suis sur le parcours de la CNV activement, effectivement, et avec grand enthousiasme. Voilà. Annonce d'une mauvaise nouvelle, alors non, moi je vois plutôt les gens après qu'on leur a annoncé des mauvaises nouvelles, mais de façon pas très non violente en fait. Tout ça. Tu pourras aussi témoigner, Mercedes. Et puis, on a la joie d'accueillir une collègue non professionnelle de santé, mais une collègue très, je ne sais pas comment dire,
qui vit la CNV par tous les pores de sa peau et qui a une grande curiosité. Michel, tu veux nous Oui, dire juste bonjour. quelques mots? Vous m'entendez là? Oui, Oui, voilà. Oui, le thème m'a beaucoup attirée parce que moi-même, j'ai reçu une mauvaise nouvelle d'une stagiaire et je me demandais comment j'aurais aimé le recevoir. Il y a une dizaine de jours, ça m'a abattue et du coup, ça m'a fait réfléchir. Comme je fais quelques accompagnements individuels, je vois que ça me fait un impact quand j'ai des mauvaises nouvelles moi-même, hein, des participants ou des personnes que j'accompagne. Donc, je me suis dit, ça va m'aider. Et comme j'aime allez, apprendre, voilà, ça va m'aider. ça, je sais que tu vas m'apprendre. Eh bien, merci. Alors, Laurent, tu nous lances cette vidéo. Alors, c'est, comme l'a dit Laurent, hein, c'est en même temps sur Facebook. Donc, c'est Laurent, s'il y a des questions des personnes qui suivent sur Facebook, on y répondra. Alors, on va Ouais. débuter la vidéo. On va la présenter par petites séquences et puis on arrêtera pour la commenter si on juge pertinent. Tu crois qu'on coupe, Laurent? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on avait fait les autres fois? C'est vrai qu'on avait interrompu. Comment tu le sens, Sabine? C'est toi qui dis. Elle n'est pas très longue, donc il me semble Peut-être que peut-être on peut intervenir à la fin. Oui, peut-être qu'on peut l'avoir une première fois et après on repassera par petits bouts les moments clés. Ça vous va? Eh Laurent, bien, ça te va? c'est parfait. On peut faire ça. Merci. Voilà. Annoncer un cancer à un patient est une situation qui peut me mettre en stress. Grâce à la CNV, je sais que j'ai des ressources pour prendre en charge ce stress, soit par un moment d'écoute de mon ressenti, soit auprès de collègues. Et ça me permet d'être plus disponible à la vulnérabilité ou aux réactions des patients. Je me suis aperçue que mon stress était finalement lié à des projections que je me faisais des réactions des patients et que j'anticipais. La réaction des patients est en réalité très différente d'une fois à l'autre. Et avec la CNV, ça me permet de m'adapter à leur ressenti et à leur vécu. Et finalement, au lieu de redouter ces consultations, c'est devenu une vraie source de satisfaction d'avoir des liens plus profonds avec mes patients. Alors, docteur, vous avez les résultats? Oui, c'est pour ça que je voulais vous voir. Le grain de beauté qu'on a retiré l'autre jour, c'est pas simplement un grain de beauté, ça s'appelle un mélanome. Un mélanome. Oui, je vois que ça vous fait un choc. Comment vous vous sentez? Ma cousine, elle a eu un mélanome. Elle est partie en 6 mois. Et donc c'est cette expérience de votre cousine qui vous effraie? Évidemment, je veux dire, voilà, mélanome, tout le monde sait qu'un mélanome, je veux dire, c'est hyper grave. Dans les journaux, on dit de faire gaffe. Et puis là, je vous ai parlé de ma cousine, parce que voilà, je suis encore hyper émue de sa perte, j'étais proche d'elle, mais il y en a plein d'autres. Je veux dire, on n'entend que ça, des gens qui partent de mélanome. Oui, je comprends que si vous avez cette vision du mélanome avec des cas graves proches de vous, vous soyez très inquiète. Et c'est important que vous me le disiez parce que moi, du coup, ça me donne envie de vous dire ce qu'il en est pour votre cas. Les mélanomes, il en existe différents et c'est pas parce qu'il y a une très mauvaise expérience autour de vous que ça va être le cas pour vous. Le vôtre, il a des bonnes chances de guérison. Vous dites ça pour me rassurer, en fait. Et, et moi, je veux vraiment qu'on me dise la vérité, parce que si mes jours sont comptés, c'est clair que je veux vraiment ouais, faire ce qui est important pour moi, quoi. Donc, ouais, en tout cas, je veux vraiment que vous me disiez la vérité. Oui, vous voulez avoir confiance dans ce que je vous dis et que c'est Oui. pas uniquement pour vous rassurer, C'est clair. mais que vous avez besoin de rester en confiance dans ce que je vous explique au fur et à mesure. Et du coup, en fait, c'est quoi la prochaine étape? Alors je vais vous expliquer parce qu'il y a effectivement des examens et différentes choses à mettre en place. Comment vous vous sentez là déjà maintenant? Je peux pas dire que je me sente bien, c'est pas la meilleure nouvelle de ma vie, hein, c'est clair, hein, mais en même temps, voilà, je suis émue, mais ouais, je crois que je peux avoir confiance en vous. Vous êtes face à cette réalité que je viens de vous dire et qui fait irruption dans votre vie. Ouais, évidemment, quoi. On pense toujours que ça arrive qu'aux autres, quoi, mais Et là c'est quelque chose de tangible pour vous.
Mais merci en tout cas. Mais ouais, merci, je me sens en confiance. Merci. Voilà pour cette vidéo. Moi, je serais assez curieux de savoir quelles sont les réactions comme ça à chaud de celles qui ne l'avaient jamais vue, cette vidéo. Pour la plupart, oui, oui, vous la voyez pour la première fois. Donc, Michel, Mercedes. Cécile, tu l'avais déjà vue? Oui, je l'ai Ouais. regardé ce matin. Ouais. Ouais. Michel, ou Mercedes, est-ce que vous voulez partager vos réactions à chaud de cette vidéo? Michel, on ne t'entend pas. Ah, Michel, on ne t'entend pas. Il faut que tu allumes ton micro. Je vous demande pardon. Oui, Michel? Ah, on t'entend tout. Ah, vas-y. Très réel, de très vrai, quoi. C'était très, très réel, très, très émouvant, j'ai trouvé. Et toi, Mercedes? Pareil, je suis encore sous le choc de la comédienne que j'ignorais que tu étais. Pascal, là, je suis bluffée sur ce coup-là. En plus, là, moi, je vois un grand écran. Là, je me suis mise en grand écran, c'est épatant. Wow. Et Ouais. donc, au-delà de ce choc de rencontre d'une comédienne hors pair, le docteur Sartou, effectivement, était une dermatologue comme on en aimerait davantage, hein, parce que manifestement, les gens ne sont pas toujours aussi empathiques quand ils annoncent quelque chose, loin s'en faut. Et donc, là, c'est vrai que là, ce que le personnage que tu incarnes, Pascal, veut savoir, c'est si elle peut être en confiance. Donc, c'est ce besoin-là, hein, qui Oui. est avant tout. Et avec effectivement des tas de croyances, de représentations qui la traversent. Et le docteur Sartou lui laisse la place, lui laisse cette place pour ses émotions. Et ça, je trouve que c'est vraiment précieux, quoi. Voilà, à chaud, premier sentiment que j'ai, quoi. C'est de laisser la place à la personne, quoi, à être dans des émotions qui peuvent être difficiles pour nous aussi en tant que soignants. Hein, ouais, c'est une bonne base de réflexion là. Et Sabine, peut-être tu peux témoigner, parce que rien qu'en préparant toutes les deux, au fond, tu m'as dit que ça t'a fait réfléchir et évoluer aussi par rapport même à ta pratique, toi qui connais pourtant déjà la CNV. Est-ce que tu veux bien en parler? Oui, je pense que l'essentiel, c'était de laisser la place à l'émotionnel, surtout quand on voit que le patient, il est débordé par son émotion, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des patients qui sont tout de suite plus disponibles à l'explication et à la pédagogie, à entendre ce qui va suivre. Mais que quand on a quelqu'un qui est un peu sidéré comme ça, c'est bien de laisser d'abord s'exprimer la personne et ses émotions, parce que après c'est gagné. Après, une fois que ça s'est entendu, la personne elle va pouvoir être disponible pour écouter le reste, pour être en confiance dans le reste du parcours. Oui, il me semble que vraiment dans nos débriefings et dans nos ajustements, parce qu'on a travaillé pas mal ensemble, tu me disais que ta prise de conscience, c'était que d'habitude, tu allais plus vite donner des explications pour rassurer. Et que là, Oui, tu voyais oui. vraiment l'intérêt d'écouter quelles étaient les projections, effectivement, de la personne. Prendre ce temps-là. Oui. Ouais. Cécile, toi qui as de l'expérience dans l'annonce des mauvaises nouvelles, en tout cas, qu'est-ce que tu en dis en revoyant la vidéo? Qu'est-ce qui te... Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est Pascal, quand tu dis mais vous essayez de me rassurer. Et je me vois bien, ainsi que pas mal de mes collègues, à tenter de rassurer trop vite, à minimiser, vous avez un petit cancer, ou bien tout de suite, vous inquiétez pas, rassurez-vous. Et ça m'a touchée que Sabine, elle prenne soin d'établir ce lien de confiance en n'essayant pas à tout prix de te rassurer trop vite, quoi. Ça, j'ai beaucoup apprécié, parce que je trouve que c'est un travers qu'on a facilement, nous, les médecins. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. C'est effectivement, il n'y a pas la réassurance d'emblée. Parce que la question, ce serait quand on est
on a cette propension à rassurer de la personne tout de suite. C'est qui est-ce qu'on veut rassurer en premier, en fait, hein, Ouais. Et Sabine, tu le dis très justement dans ton introduction, hein, quand tu disais que tu avais tes craintes, en fait, c'était tes propres projections et tes propres peurs. Comme dans une autre vidéo que vous pourrez voir après sur aborder un sujet délicat, hein, le médecin se dit finalement le sujet, il est délicat pour qui? Et je vois que moi, quand on met l'étiquette même mauvaise nouvelle, déjà, ça nous conditionne. Moi, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience, mais moi, dans ma pratique médicale, j'ai vu certains patients, certaines personnes, moi j'étais en hémato, donc plutôt des lymphomes, des leucémies, et pour qui c'était, je ne veux pas dire presque une bonne nouvelle, mais un moment où tout d'un coup, il y avait un retournement dans l'existence et une occasion de vraiment se pencher et réaliser ce qui leur était vraiment à cœur. Je dirais peut-être pas ça d'un mélanome si on m'annonçait un mélanome, mais en tout cas pour de vrai. Mais voilà. En tout cas, ouais, ça me touche que tu aies relevé cette importance du silence. Vraiment, Mercedes. Vraiment, et là, on l'a raccourci la vidéo. Hein. En vrai, notre réalisateur l'a effectivement raccourci. Mais ces moments de silence sont infiniment précieux. Et au cœur de la pratique de la communication non violente, c'est empathie avant éducation. Laurent, toi qui aussi pratique, je dirais c'est le mot ferveur qui m'habite ce soir, enfin en tout cas qui vraiment intègre la CNV, qui la malaxe, qui vraiment là, dans ton expérience où toi aussi avec les ados, les familles, t'es quand même amené aussi à annoncer des choses graves. Oui, là ce que je trouve vraiment pertinent dans cette vidéo, c'est c'est la manière de se centrer sur le patient, c'est-à-dire la manière dont le médecin prend le temps. Il y a un ralentissement, vous l'avez dit à plusieurs reprises, il y a un temps long de silence, un temps d'écoute, mais le médecin se centre sur le patient, sur la patiente, sur ce qu'elle ressent. Elle pose plusieurs fois la question: comment vous vous sentez? Même si dans la vie réelle, demander à un patient comment il se sent, c'est souvent difficile parce que le patient il est sidéré dans cette situation, mais elle demande au patient comment il se sent et elle fait l'hypothèse que le besoin, c'est un besoin de confiance, et on sent vraiment que ça résonne et que c'est exactement ça. Donc, se centrer sur le patient, mais en réalité, c'est ce que nous apprend la communication non violente, c'est se centrer sur son sentiment et sur son besoin. Et là, elle est pertinente, la médecin qui interroge son patient. Et cette confiance vient justement par le fait que la patiente se sent reconnue dans son besoin de confiance. Oui, et tu dis qu'elle questionne sur comment vous vous sentez, mais en fait, elle utilise beaucoup la reformulation. Et ça, c'est vraiment une des clés, une des forces de la communication non violente. Moi, avant de connaître la CNV, quand j'annonçais à des jeunes mamans une leucémie, tu vois, d'un enfant ou à des parents, j'avais souvent les larmes aux yeux, donc j'étais dans cette confusion émotionnelle, j'étais éponge. Et là, vraiment, le cadeau énorme de la communication non violente, c'est de nous apprendre à témoigner notre empathie grâce à une reformulation des sentiments et des besoins. On pourrait peut-être regarder les moments où Sabine utilise cette reformulation qui donne de l'espace. En fait, elle rajoute rien. Elle est le témoin et elle accompagne peu à peu, en fait, en reformulant ce que vit la patiente. On pourrait regarder le début, effectivement, et notamment l'introduction, parce que ça, elle dit comment aussi se protéger de l'impact émotionnel que ça peut avoir sur soi-même, médecin. Et elle dit, alors je ne sais pas comment elle le formule, mais en reconnaissant son ressenti, oui, en s'occupant de ses propres émotions. Oui. Et je peux le confier à un collègue aussi, elle dit ça. On peut trouver aussi de la ressource auprès d'un collègue qui sait écouter avec cette qualité-là. Oui, et ça, c'est une clé quand on pourra résumer, en tout cas en fin de session, de recommander aux professionnels qui sont confrontés à l'annonce de mauvaises nouvelles, hein, par rapport à ce que tu disais aussi, Michel, que si on est préparé et si on prend soin en tant que professionnel de ses propres émotions, alors on va être plus à même d'accompagner en fait celle du patient. Donc, on va peut-être re-regarder, oui, on peut réécouter l'introduction de Sabine, on peut réécouter le début, et puis effectivement, ces premiers moments, en tout cas, de reformulation. On va faire ça. Et est-ce que, Laurent, tu nous diras s'il y a des questions sur Facebook, il y a des personnes aussi qui sont en ligne ou... Il y a quelques personnes en ligne. Je vais vous redire ça.
Annoncer un cancer à un patient est une situation qui peut me mettre en stress. Grâce à la CNV, je sais que j'ai des ressources pour prendre en charge ce stress, soit par un moment d'écoute de mon ressenti, soit auprès de collègues. Et ça me permet d'être plus disponible à la vulnérabilité ou aux réactions des patients. Je me suis aperçue que mon stress était finalement lié à des projections que je me faisais des réactions des patients et que j'anticipais. La réaction des patients est en réalité très différente d'une fois à l'autre. Et avec la CNV, ça me permet de m'adapter à leur ressenti et à leur vécu. Et finalement, au lieu de redouter ces consultations, c'est devenu une vraie source de satisfaction d'avoir des liens plus profonds avec mes patients. Donc là, on peut marquer une petite pause, Laurent, juste une toute petite pause. Voilà, donc là, effectivement, je crois que c'est la première clé qu'on peut donner aux collègues ou aux personnes qui ne connaissent pas encore la CNV et qui nous regardent ou qui nous regarder après, c'est cette capacité à reconnaître que pour nous aussi, dans le titre, on a mis « Mieux vivre l'annonce d'une mauvaise nouvelle » pour l'une et pour l'autre, ou pour l'un et pour l'autre, c'est développer cette compétence de reconnaître notre ressenti, reconnaître nos propres émotions, pour qu'il n'y ait pas ensuite cette confusion émotionnelle et pas, on va dire, polluer l'espace de la relation par nos émotions. Donc, de le Quelqu'un qui faire. veut nous rejoindre, je te coupe Oui. un instant. Claire Borderie veut nous rejoindre. Voilà. Donc, faire à la fois, Sabine, ce que tu disais, cette auto-empathie, et puis aussi pouvoir demander du soutien. C'est pour ça qu'on a des cercles d'empathie et de partage et des groupes de pratique en ligne. Est-ce que l'une de vous, vous voulez dire quelque chose un peu plus sur cette, voilà, cette compétence, que ce soit Cécile, Mercedes ou toi, Sabine? Ou Michel aussi, dans l'annonce de... On ne vous entend pas. Oui, je ne sais pas, Cécile ou Sabine ou Mercedes, le fait de demander du soutien avant d'annoncer. Ouais, moi je veux bien dire que dans la pratique des soins palliatifs, on y va souvent à deux. Et bon, on a ce luxe d'être en équipe. Et c'est vrai que ça aide de se sentir soutenu par une infirmière, de se dire que ouais, on est deux. Enfin oui, ça soutient. Et puis cette auto-empathie, évidemment, qui permet d'accueillir ses propres émotions. Et moi, je vois bien que j'aurais pu être, pour être vraiment authentique, une espèce ouais, pour vouloir dire en vérité, le dire de façon un peu abrupte sans me préoccuper de l'impact pour être vraiment authentique. Et je vois Comme pour se décharger, Cécile, comme exactement, une espèce de passage à l'acte, ouais. qui arrive et qui balance le diagnostic. Oui, je me vois bien faire ça avant. Tu vois ça, mais oui. Ouais. Comme pour se soulager d'une émotion dont on n'a pas pris soin avant. Oui. Et c'est ça, Mercedes, quand tu dis, toi, en tant que psychiatre, que tu récupères des personnes qui ont été choquées. Ah, ton micro est coupé, Mercedes. Normalement pas, là, c'est bon ou pas? Ça y est, on t'entend. Bon. Ouais. Parce que c'est fait souvent de façon très, très abrupte. Et il y a une chose que Sabine a dite aussi, c'est la projection. C'est-à-dire que plus on est au clair avec nos propres, avec ce qu'on vit à l'intérieur, et moins on va effectivement être sujet à la projection, c'est-à-dire à attribuer à l'autre des choses qui nous appartiennent. Et donc, en étant au clair avec ce qui est en nous, les émotions qui nous habitent, qui nous traversent, eh bien, on évitera justement ces projections et on pourra être vraiment dans l'empathie et l'accueil de ce que vit l'autre. Et ça me paraît vraiment essentiel. Et rien que pour ça, merci la CNV, parce que tout ça, ce sont des choses dont moi j'ai conscience depuis un certain temps, mais malheureusement, nos collègues sont pas du tout formés à ça. Et il y a une espèce de toute puissance, surtout dans le corps médical, où on pense que en se blindant, on va pouvoir être efficient, et c'est tout le contraire, quoi. C'est catastrophique, parce que de toute façon, les émotions, le vécu, il va nous traverser. Donc, il vaut mieux en avoir conscience, parce que sinon, je pense que ça peut être vraiment catastrophique sur ce que ça va provoquer chez l'autre, quoi. Ouais. Merci, Mercedes, de le dire aussi clairement. Sabine, tu veux rajouter quelque chose sur cette habitude, cette compétence que tu as développée de contact avec toi? Est-ce qu'il y a des choses, des pratiques que tu pourrais transmettre aussi pour les personnes qui vont nous regarder, des astuces
même si j'aime pas trop ce mot, c'est pas des recettes, mais C'est plus une adaptabilité. C'est vrai que quand on est branché sur les mots que prononce le patient et qu'on les reformule, ça nous aide à nous mettre en connexion et puis voilà, de savoir le besoin et puis si c'est un besoin de confiance, si c'est un besoin de réassurance, si c'est un besoin de vérité, enfin voilà, de s'adapter aussi aux besoins du patient. Et parfois, j'ai l'exemple d'autres patients qui, au contraire, vont peut-être minimiser et de se dire, là, peut-être il faut aller dans un besoin de clarté pour moi, d'être sûr de ce qu'a compris le patient. Et enfin, voilà, donc ça sert aussi dans l'autre sens. Là, le cas de figure, le patient était choqué, sidéré, la patiente. Et parfois, ça peut être un peu l'inverse, un peu du déni, et sans vouloir brutaliser ou imposer, se dire, mais où est-ce qu'il en est? Et de sentir ça dans ce qu'exprime un patient, quand on l'entend avec un vocabulaire qui tend à minimiser les choses, c'est de savoir exactement ce qu'il a compris, sans brutaliser, mais juste pour redire un peu les choses. Donc, ça permet de s'adapter, en fait, de développer cette écoute. Ouais, de se mettre en phase pas à pas, en fait. Oui. Et l'empathie, c'est non pas devancer, mais suivre Oui. vraiment l'évolution du patient pas à pas. Et en même temps, j'aime bien que tu reparles du déni, parce qu'on sait bien que ça fait partie des phases habituelles décrites par Elisabeth Kübler-Ross. Et dans les maladies chroniques, on peut avoir le temps de laisser un peu cette phase de déni et puis d'y revenir, en tout cas après. Mais c'est important aussi de le reconnaître. On regarde la suite? Oui, Cécile, Sabine, tu voulais dire? C'est-à-dire, ce serait reformuler éventuellement le déni De reformuler, quand le patient te dit oui, mais c'est pas grave en fait. Voilà. Ouais. De savoir ce qu'il entend par pas grave, ce dont il a peur pour sa santé. Oui. On peut C'est effectivement assez subtil, oui. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis, Sabine, de ne pas laisser quand même passer et en même temps forcer. Oui. Donc là, on va prêter attention à la reformulation. Le grain de beauté qu'on a retiré l'autre jour, c'est pas simplement un grain de beauté, ça s'appelle un mélanome. Un mélanome. Oui, je vois que ça vous fait un choc. Comment vous vous sentez? Ma cousine, elle a eu un mélanome, elle est partie en 6 mois. Donc c'est cette expérience de votre cousine qui vous effraie? Évidemment, je veux dire, voilà, mélanome, tout le monde sait qu'un mélanome, je veux dire, c'est hyper grave. Dans les journaux, on dit de faire gaffe. Et puis là, je vous ai parlé de ma cousine, mais parce que je suis encore hyper émue de sa perte, j'étais proche d'elle, mais il y en a plein d'autres. Je veux dire, on n'entend que ça, des gens qui partent de mélanome. Oui, je comprends que si vous avez cette vision du mélanome avec des cas graves ou proches de vous, vous soyez très inquiète. Et c'est important que vous me le disiez, parce que moi, du coup, ça me donne envie de vous dire ce qu'il en est pour votre On peut faire une pause, Laurent? Il existe différents. Voilà. Donc là, on a vraiment la démonstration avec Sabine de empathie avant éducation. Voilà, elle fait une première reformulation, vous êtes choqué et elle vérifie comment vous vous sentez pour vérifier si ça correspond. Ensuite, le deuxième, c'est vous êtes très inquiète. Et puis ensuite, je comprends que si vous avez cette représentation, vous ayez très peur. En tout cas, on en a 3, vous voyez, qui permet à la personne vraiment de cheminer. Et là, on a raccourci, mais il y avait des temps de silence plus longs dans la version longue. Et après, ce temps d'empathie, ça c'est une des grandes clés de la communication non violente, c'est vraiment empathie avant éducation. C'est-à-dire qu'on permet un peu à la personne de vider son réservoir émotionnel pour qu'il y ait de l'espace pour entendre les explications. Sinon, moi, je me souviens en hémato avoir donné plein d'explications et à la fin, quand je demandais à la personne ce qu'elle avait compris, j'étais un peu ahurie du décalage entre ce que j'avais dit en bon interne qui voulait tout dire et la personne n'avait pas de place. Ouais. On continue donc après la phase d'empathie, il va y avoir la phase, on va dire, d'explication en tout cas. Et moi, ce que j'aime dans la façon dont Sabine en fait a démarré, c'est que tu es cash au début. Tu fais pas de détour et tu dis clairement tout de suite ce qu'il en est.
J'avais tout à l'heure en groupe de pratique une personne à qui on avait annoncé quelque chose de grave et qui était en rage parce qu'elle voyait bien que le médecin tournait autour du pot et ne voulait pas vraiment lui dire, quoi. Oui. Oui. Michel, sur cette phase de empathie avant éducation, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire de plus ou... Et, pour moi, l'important, c'est d'avoir un espace émotionnel en vidant régulièrement mon vase émotionnel, justement, pour avoir de la place à l'intérieur. Oui. Donc, ça m'évite de projeter ou d'anticiper. Voilà, c'est quelque chose que je fais tous les jours, de voir où j'en suis dans mon vase émotionnel, par l'auto-empathie. Merci Michel. Du coup, Claire nous rejoint, mais on continue quand même la vidéo. Hein, et Ok, ça vous va? Et puis Claire pourra voir l'enregistrement. Pas parce qu'il y a une très mauvaise expérience autour de vous que ça va être le cas pour vous. Le vôtre, il a des bonnes chances de guérison. Vous dites ça pour me rassurer en fait. Et moi, je veux vraiment qu'on me dise la vérité, parce que si mes jours sont comptés, c'est clair que je veux vraiment faire ce qui est important pour moi, quoi. Donc, en tout cas, je veux vraiment que vous me disiez la vérité. Oui, vous voulez avoir confiance dans ce que je vous dis et que ce n'est pas uniquement pour vous rassurer. C'est clair. Mais que vous avez besoin de rester en confiance dans ce que je vous explique au fur et à mesure. Et du coup, en fait, c'est quoi la prochaine étape? Alors, je vais vous expliquer parce qu'il y a effectivement Donc là, tu peux remarquer une pause, Laurent. Voilà. Une chose à mettre en place. Ouais. On voit, moi je trouve, hein, Sabine, on voit le moment du basculement. Tu veux commenter, Sabine, là-dessus, toi, ce que tu as senti pendant que tu le faisais, même si c'était un jeu de rôle avec moi? On sent tout à coup, avec ce besoin de confiance, là, on sent qu'il est... Moi, je sentais de ta part que la confiance, c'était quand même qu'à moitié acquis. Et c'est pour ça que je me répète, et peut-être ça paraît un peu maladroit de dire que vous avez besoin d'être rassuré, puis je le redis une autre fois, mais parce que je sens que c'est pas encore ça. Oui. Et j'attends que ça se dépose avant de passer aux explications. Oui. Oui, Mercedes, Cécile ou... Oui, moi, les retours que j'ai eus des annonces de mauvaises nouvelles, alors ça nous met peut-être la pression, mais en tout cas, peut-être la vigilance, de la délicatesse avec laquelle on fait ça, parce que je crois que chacun des patients qui reçoit ce genre de mauvaises nouvelles est marqué quasi à vie ensuite par ces instants-là. Et je me dis que, oui, si c'est fait avec cette délicatesse et cette empathie ou pas, ça doit changer bien des choses. On voit dans cette séquence-là après que la médecin est revenue plusieurs fois sur le besoin de la patiente, il y a une espèce d'apaisement qui se passe et il y a une disponibilité chez la patiente d'avoir les informations et de pouvoir les entendre. Et le médecin se pose plusieurs fois la question, est-ce que là maintenant vous êtes prêt à entendre des explications? Est-ce que vous voulez que je vous donne des explications? Et la patiente dit oui, moi j'ai besoin de clarté, etc. Et ça, on le rencontre dans comme tu disais Cécile, les gens qui ont entendu une mauvaise nouvelle, en fait, ils ont été sidérés, ils n'ont rien entendu, ce qu'ils ont juste entendu, c'est que ça s'était mal passé, parce que justement, des informations ont été données alors qu'ils n'avaient pas la place de les recevoir. Ouais. Et là, c'est le moment où effectivement, là, je dis, et alors, c'est quoi la première étape? La prochaine étape, c'est vraiment le signe, quoi. C'est le moment là qui indique qu'il y a une disponibilité et que là, le médecin va pouvoir donner toutes les informations techniques. Et c'est dans l'empathie, c'est plus le médecin qui suit, c'est un peu le patient qui guide, contrairement à notre habitude, hein, comme l'une ou l'autre le disait en termes de pouvoir, hein, que d'habitude, c'est nous qui déversons, et là, il y a un renversement où on essaye plus de suivre le rythme du patient. Qu'en dit Mercedes, notre... ouais. Il faut que oui, c'est ça, tu rouvres ton micro, oui, c'est bon. Effectivement, on est dans le suivre et en même temps, oui, on est dans le suivre et en restant vraiment connecté, comme tu le disais, Sabine, hein, on est vraiment connecté à l'autre et c'est cette danse. Et l'autre chose à laquelle je pensais en entretien motivationnel, où on est, ça vient aussi de Carl Rogers, hein, donc on est des cousins, hein, en EM.
quand on doit délivrer une information, on demande l'autorisation au patient. Et déjà, on s'assure de ce que la personne sait déjà. Et ensuite, à partir de là, on lui demande si la personne est prête en fait à recevoir d'autres informations et on demande l'autorisation de délivrer cette information, ce qui permet à l'autre de dire oui ou non déjà s'il est prêt et de se mettre effectivement en disposition à l'écoute. Et ensuite, on s'assure que la personne a reçu l'information d'une manière ou d'une autre, mais toujours vraiment centré sur la personne et motivé par le fait que la personne reçoive l'information et pas seulement qu'on ait fait notre job, comme tu disais Pascal, et qu'on ait coché toutes les cases et qu'on ait donné toutes les infos. L'idée, c'est que la personne puisse recevoir ces informations et non pas qu'on ait, nous, fait notre job. Une fois de plus. J'ai quelques questions par Facebook. Patricia me pose la question, si le patient continue de minimiser, comment est-ce que le médecin aurait pu réagir si justement le patient restait dans sa minimisation du message? Sabine, je te laisse répondre en premier. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a des peurs derrière. Donc, je pense qu'il faut essayer de lui faire exprimer ses peurs. Des fois, ils ne sont pas là où on attend. Moi, je me souviens d'une patiente qui avait un mélanome et qui était à un stade très précoce. Et ce dont elle avait peur, c'était de la chimiothérapie. Il n'y avait pas de chimiothérapie indiquée chez elle. Et en fait, ça lui suffisait à te rassurer. Le reste, ça lui était égal. La chirurgie, le pronostic, tout ça, elle s'en fichait. C'était juste la chimiothérapie. Donc, il suffit de savoir ce qui fait peur aux patients. Et puis, on adapte le discours à ce moment-là. Voilà, savoir les peurs pour ne pas brutaliser non plus dans la réponse qu'on va apporter. C'est le temps de digérer, puis savoir si les peurs sont fondées ou pas, si on peut les rassurer objectivement, pas pour leur faire plaisir, hein, ou si c'est des peurs qui ont à s'exprimer, puis en général, une fois qu'elles sont exprimées, finalement, on peut avancer. Ouais, moi, je peux témoigner qu'il n'y a pas 3 jours, j'avais besoin d'admettre un patient dans l'unité de soins palliatifs, d'un patient qui croyait avoir un petit cancer du poumon et en fait, il avait tout le poumon envahi. Et la peur, la terreur et le non qui se cachait derrière son refus de venir en soins palliatifs, c'est parce que c'était un patient qui était alcoolique et qui avait peur de ne pas pouvoir boire quand il serait en soins palliatifs. Et c'est de reformuler, d'aller chercher cette peur-là qui m'a permis, mais je lui ai dit, mais si, mais vous pourrez consommer de l'alcool en soins palliatifs. Et il a fini par céder. On a fait un bel accompagnement avec ce patient, alors qu'il avait vraiment tout refusé, même le traitement jusque-là. Et ouais, effectivement, d'aller chercher les peurs qui se cachent derrière la minimisation, c'est... Et tu veux dire, Cécile, qu'au fond, ce que tu as compris, c'est que quand il persistait à dire que non, mais c'est pas grand-chose, j'ai juste un petit cancer, c'était la peur que s'il admettait que c'était un gros cancer, alors on lui interdirait de boire. C'est ça que tu veux dire? Je pense, oui. Je pense qu'il y avait ça où il se sentait sûrement jugé de boire et du coup, il le cachait. Et, quand il a compris qu'il n'était pas jugé à cet endroit, je crois que ça lui a donné de la sécurité pour oser dire... Oui, merci Cécile. Moi, ce qui me semble important quand quelqu'un minimise, vous me direz votre expérience, mais c'est déjà de voir moi en tant que médecin, qu'est-ce que ça me fait? Tu vois, qu'est-ce que ça me fait et pourquoi ça serait important qu'il ne minimise pas et qu'il voit la réalité. Et bon, ça m'est déjà arrivé, je me souviens d'un patient à qui j'essayais et effectivement, et je voyais qu'ils zappaient, tu vois, et que la seule chose, c'était de savoir s'il pourrait retourner dans sa maison en Bretagne, finir l'auvent, tu vois, un petit peu comme vous. Et je me suis dit, mais au fond, tu vois, en quoi ça me dérange? Et s'il y a une question de compliance ou d'adhésion au traitement, je dirais oui, tu vois. Là, je vais peut-être, Sabine, tu vois, forcer un petit peu. Et sinon, je me dis, faire confiance au rythme, en tout cas, tu vois, du patient. Et je me souviens vraiment en hémato de 2, 3. Il y a eu aussi, moi, j'ai eu toute la phase du sida, puisque je travaillais en hémato avec les transfusions. Et il y en avait avec qui c'était, c'était tacite. Moi, je sais, toi, tu sais, mais on n'en parle pas.
voilà. Et ça, je trouve que je l'avais fait intuitivement, mais la CNV m'a aidé à mieux comprendre en fait ce que j'avais fait et d'aller vraiment voir quels sont les éléments d'information qu'il est important pour moi que le médecin sache, que le patient sache pour, tu vois, pour être en phase pour le traitement. Je sais pas, qu'est-ce que… Oui, Mercedes, tu veux dire quelque chose en écho? Ah, ton micro, à mon avis, laisse-le ouvert, si tu veux bien. Je l'avais pas fermé en fait, je sais Ah pas, oui? je ne sais pas. Ouais. La question que je me posais, c'est la question de la temporalité. C'est-à-dire que, pour citer Michel, hein, c'est pas en tirant sur une fleur qu'on l'a fait pousser plus vite. Hein. Ah non, toi, plus je me plante, plus je pousse. Bah, alors, c'est l'autre version, la version qui pousse. Donc, c'est pas la peine de tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Et c'est la temporalité, donc tu parlais de rythme Pascal. Et là aussi, c'est-à-dire que vouloir à tout prix que la personne reconnaisse ce qui se passe au moment où nous, on le souhaite, ça peut être… on peut devenir peut-être maltraitant. Je pose la question. Vraiment, oui. Voilà, et en sachant que tout à l'heure, j'ai entendu parler du déni. Le déni, c'est une protection. Hein, donc, si on force, on fait violence à la personne. Oui. Et en même Voilà. temps, on n'est pas dupe comme tu l'as joué avec le patient, Pascal. Effectivement, toi, il y a un moment où on peut être dans, je sais, vous savez, nous savons. Là, pour l'instant, c'est un peu difficile pour vous d'être dans cette réalité crue. Et Oui. c'est OK, quoi. Ouais, ça me touche que tu reformules ça. Ouais, je me souviens de moments qui ont été très, très forts pour moi. Moi, je sais, toi, tu sais, mais OK, c'est pas la peine d'en parler plus. Il y a un message sur Facebook de Oui? Carolette, qu'on connaît bien, Ah, qui est oui. infirmière et qui est membre de CAP CNV Santé, et Mhm. qui donne un témoignage de ce qui est arrivé pour elle récemment. Et elle nous dit: pour avoir assisté à une annonce de diagnostic il y a une semaine, les mots et la gravité n'étaient pas mâchés. Par contre, aucune question sur comment le patient se sentait, ni de silence pour le laisser cheminer. Juste des « avez-vous des questions ?» Elle a l'air de regretter la manière dont ça s'est passé. Et là, on retombe encore, je pense, dans des mécanismes de protection du médecin. C'est-à-dire que voilà, donner des informations, être cash, c'est aussi éviter d'avoir à être confronté à la réaction du patient, à la douleur, à la souffrance du patient ou à son déni. Voilà, tout ça étant des émotions qui peuvent être extrêmement difficiles à entendre de la part du médecin aussi. Oui, merci à Carosette, oui, et merci à toi, Laurent, parce que avez-vous des questions d'un ton sec, selon déjà le ton avec lequel déjà c'est demandé, de toute façon, le patient sent bien si le médecin en face est disponible. Oui, d'où cette importance et la raison, en fait, de ces vidéos que nous faisons et de notre association, d'encourager les professionnels de santé, enfin, chacun de nous à aller voir, en tout cas, nos émotions, à familiariser et à dépasser cette peur. Est-ce qu'on regarde la fin de la vidéo, Laurent? Oui, avec plaisir. Oui. Comment vous vous sentez là déjà maintenant? Je ne peux pas dire que je me sente bien, c'est pas la meilleure nouvelle de ma vie, hein, c'est clair, hein, mais en même temps, voilà, je suis émue, mais ouais, je crois que je peux avoir confiance en vous. Vous êtes face à cette réalité que je viens de vous dire et qui fait irruption dans votre vie. Ouais, évidemment, quoi. On pense toujours que ça arrive qu'aux autres, quoi, mais… Et là, c'est quelque chose de tangible pour vous. Mais merci en tout cas, mais… Ouais, merci, je me sens en confiance. Merci. Ouais, et là, ce qui est précieux, c'est que vraiment, Sabine, tu n'as pas économisé, tu es encore revenu à vraiment une reformulation, quoi. C'est une réalité qui fait irruption, en tout cas dans votre vie, de te vraiment pris jusqu'au bout ce temps d'accueil des différentes phases. Et c'est ça qui a installé la confiance. Je
trouve que tu incarnes magnifiquement, Sabine, ce que Marshall Rosenberg nous enseigne de… Alors, c'est pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas, ça peut être choquant, ce fameux prendre plaisir à la souffrance d'autrui. Enfin, en anglais, c'est enjoy the other person's pain. Mais voilà, ces phrases choc dont Marshall Rosenberg avait le talent. Et là, on voit que tu n'as pas un sourire béat, mais comme tu disais dans ton intro, hein, tu en retires une satisfaction de pouvoir être avec, hein, dans cette intimité, dans ce moment de vie quand même très particulier où tout d'un coup nous sommes confrontés à la finitude. Et ben, tu peux rester avec et être le témoin agissant en tout cas de cette réalité, sans rien vouloir pour l'autre, sans rien modifier, mais tu es là, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait, Sabine, dans ce… Quel sentiment te traversait quand elle t'a dit merci et toi, en retour, tu lui as dit merci aussi? Ça peut paraître surprenant. Eh bien, c'était merci, je ne sais pas, de se livrer en quelque sorte. Ouais, merci de la confiance. Ouais. Ouais, merci de se livrer. Oui, c'est vraiment comme ça, en tout cas, que je l'avais reçu. Mais c'est un peu ce que tu disais, quoi, que c'est aussi source de satisfaction pour toi quand il y a une telle confiance que la personne s'ouvre et te fait confiance de te parler autant. C'est ça, Sabine? Oui, et puis il y a aussi dans la satisfaction de contribuer, c'est-à-dire d'être une personne ressource pour le patient. J'ai une patiente l'autre jour qui me dit « Oh là là, qu'est-ce que ça doit être difficile pour vous d'annoncer des choses comme ça aux gens ?» Et moi, j'étais juste joyeuse de le faire. Voilà. De le faire parce que je me disais que j'étais à même de le faire. Voilà. C'est ça qui donne la satisfaction. C'est D'être à ta juste place. d'être à sa juste place et puis peut-être, justement, grâce à la CNV, d'avoir un peu les outils pour le faire. Voilà. Me dire, peut-être que c'est aussi bien que ce soit moi à ce moment-là. Oui, c'est ça, d'être une ressource pour le patient. Ça donne pleinement sens à ton métier, Sabine. Oui, oui. Cécile, est-ce que tu veux dire encore autre chose? Et puis, sur tout ce cheminement, cette confiance que tu as, je pense, comme Sabine aujourd'hui, de pouvoir être là pleinement, à accompagner, à annoncer. Ouais, je ressens un peu comme Sabine aussi, l'impression d'être au bon endroit même quand c'est des choses pas faciles à dire, qui pourraient être pas faciles à dire, en tout cas, d'oser se confronter à ces choses douloureuses et intimes chez le patient, parce qu'on sent bien que parfois, on a plutôt envie de rester en superficie. Vous allez bien? Oui, oui, vous allez bien, mais voilà. Quand le patient se dit plus en vérité et qu'on sent qu'il a l'espace pour le faire, ça, c'est vraiment très touchant. Et quand ce lien de confiance, en effet, se crée et qu'on reçoit cette gratitude, alors que, en effet, les choses sur le plan médical peuvent être douloureuses, ça, c'est vraiment, on se sent à sa place, ça prend son sens d'être médecin à cet endroit. Ouais. Est-ce que oui, Laurent? Une intervention sur Facebook, c'est Chantal qui nous dit « On sent presque une colère chez la patiente ». Est-ce que tu avais ressenti ça, Pascal? Est-ce qu'il y avait ça aussi dans les émotions qui t'ont traversé? Non, c'était plus une sidération, tu vois, et peut-être que la colère viendra après. Là, c'était plus, tu vois, la phase, je pense, oui, un peu, peut-être une légère colère que ce soit ça. On pense que ça arrive qu'aux autres, quoi. Mais pour l'instant, c'était plus le choc et c'était… Oui, je me suis vraiment surprise à le vivre, comme tu disais que tu admirais mes talents d'actrice, Mercedes. Je ne pensais pas me laisser prendre à ce point. Mais effectivement, c'était plus la sidération, tu vois, que la colère. Et j'avais envie de te demander, Sabine, ou à n'importe lequel d'entre vous, professionnel qui est encore en activité, puisque je n'exerce plus comme médecin en tant que tel, est-ce qu'au contraire, il y a eu des moments un peu ratés, tu vois, dont vous témoignez, tu vois, d'annonces qui ne s'est pas du tout passé comme vous auriez espéré? Et du coup, comment est-ce que la CNV vous a aidé, justement, parce que parfois, que ça soit ne pas arriver à établir le contact avec le patient, que le patient parte en colère, ou est-ce que vous pouvez témoigner
l'un ou l'une de ça. Peut-être que ça vous arrive plus du tout, plus jamais. Moi, je peux avoir un sentiment enfin, pas d'échec, mais ce que tu disais tout à l'heure, Cécile, la satisfaction d'avoir créé ce lien-là, ça nécessite quand même une disponibilité. Et parfois, je peux, alors c'est du jugement, mais je peux me contenter d'avoir fait le job un peu en surface. Et je trouve que ça ne nous est pas toujours donné d'être disponible et de faire comme on voudrait. Et bon, j'ai pas l'impression d'avoir perdu le lien avec des patients, mais voilà, peut-être que ça n'avait pas la saveur que j'aurais voulu. Et à la fois, Sabine, dans ces moments-là, j'imagine que c'est aussi tenir compte de ses limites. On ne veut pas donner non plus une image idéalisée que c'est toujours comme ça, qu'il y a des moments où il y a la pression du temps. On sait combien on manque de dermatos en France, il faut être clair. Et j'imagine qu'à certains moments, tu te vois faire, tu as un peu de regret, ça n'a pas le même goût. Et en même temps, j'imagine que tu satisfais des besoins à ce moment-là, peut-être de te préserver si tu en as eu beaucoup. Ou... Oui, c'est ça, ça a besoin de te préserver. Mais oui. voilà, c'est pour ça que j'ai envie de le dire aussi. Oui. Là, c'est que voilà, j'ai mes limites et parfois je me préserve et avec ce sentiment un petit peu d'insatisfaction après. Bon, j'ai encore quelques questions sur Facebook. Oui. Patricia nous demande, alors d'abord on a une marque de gratitude de Christelle qui nous dit qu'elle ressent beaucoup de joie et de gratitude à nous écouter. Ça, c'est extrêmement plaisant. C'est d'une grande beauté pour moi. Donc ça, voilà. Merci, Christelle. Ouais, merci, je suis très touché. Patricia dit, les étudiants en médecine ont des séances d'apprentissage de l'annonce. Pensez-vous que ce que vous montrez est abordé? Alors, pour ce que j'en sais, moi, il y a un DU de communication non violente qui est donné depuis cette année à Paris. Alors, c'est quelle fac, tu sais, Pascal? Oui, c'est à Sorbonne Université. Vraiment, cette thématique de l'annonce d'une mauvaise nouvelle, je crois qu'on l'a tous eu, en tout cas en formation. Bon, moi, très peu. Moi, c'est quand je me suis formée un peu en soins palliatifs. Je pense que maintenant, les étudiants en ont davantage. Je ne pense pas qu'il y ait encore cette subtilité, en tout cas de l'empathie, ni de l'auto-empathie qui soit abordée. Je pense que vraiment, il y a une ressource, une compétence que, oui, grâce à toutes les formations qu'on donne, Alexandre Duguay, Valentine Fontenelle, Giovanna Petrovic, enfin, on est nombreux maintenant à intervenir dans des DU, dans des formations pour les étudiants, ça commence à venir. Voilà, Patricia. J'ai reçu aujourd'hui une invitation à une formation pour les dermatologues, comment annoncer une mauvaise nouvelle. Donc, c'est pas par le biais de la CNV, mais voilà, je pense qu'il y a d'autres ressources, d'autres façons de faire, et que quand même, c'est quelque chose dont les médecins s'emparent, parce que voilà, parce qu'ils ont besoin de se trouver avec, voilà, avec des outils, avec une aisance, et puis que c'est partie prenante du travail et que ça touche tous les médecins. Et on fait travailler les étudiants en simulation maintenant. J'avais participé à une journée à Angers. À Angers, voilà. C'est du CHU d'Angers que j'ai reçu ah oui, c'est ça. L'annonce de formation. Oui. Chantal pose aussi une question qui rebondit sur sa première question sur la colère de la patiente. Si la patiente est très, très en colère pendant l'annonce, comment faites-vous? Alors, Cécile ou Sabine qui veut répondre? Ouais, je ne me souviens pas d'une annonce, mais en tout cas, ouais, des consultations ou des entretiens musclés avec de la colère, ça oui. Bah oui, comment trouver l'espace et comment être disponible pour accueillir la colère. Oui, ça passe par de la reformulation des pensées que je devine. Parfois, ouais, vous trouvez ça vraiment injuste, bien sûr, voilà. Chantal, tu vois, ça serait de faire vraiment... de l'empathie aux pensées voilà. plutôt que dire vous êtes en colère, parce que ça, j'ai remarqué que les renvoyer chez eux alors qu'ils sont hors d'eux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Enfin, voilà, vous trouvez ça injuste, vous avez tellement pris soin de vous trouvez ça profondément injuste. Voilà. C'est ça, de l'empathie aux pensées, oui. Ou les laisser déverser quand ils ont besoin d'évacuer, ça peut arriver aussi. Surtout pas chercher à calmer, hein, en tout cas.
Sabine, c'était arrivé? Ou Mercedes? Pas pour l'annonce d'une mauvaise nouvelle, non. Non, c'est pas une réaction que j'ai eue. Laurent, Mercedes, dans d'autres circonstances, faire face à la colère, en tout cas d'un patient? Moi, j'ai vécu il n'y a pas très longtemps la colère d'une famille dont la jeune patiente adolescente était anorexique. Moi, je m'occupe particulièrement des anorexiques à l'hôpital. Et le père était extrêmement en colère parce que il n'y avait pas de possibilité d'hospitaliser cette jeune fille, dont l'hospitalisation a été différée de quelques jours, en réalité, seulement de quelques jours. Et c'est le père qui était extrêmement en colère que à la fois le diagnostic de la maladie grave qui lui était donné n'était pas juste accolé à une solution immédiate. En fait, c'était ça, sa colère. Et elle était très grande, sa colère. Moi, je n'ai pas réussi à entendre la totalité de sa colère. C'est-à-dire que voilà, il a fait le choix de partir de la consultation. Je lui ai laissé la porte ouverte, il en est revenu, mais voilà, la colère était telle qu'il n'a pas pu continuer le dialogue. Je n'ai pas réussi à l'accrocher dans ce dialogue. Et j'imagine que sous la colère, il y avait une peur, en fait, terrible. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir que sous la colère, il y a très souvent une peur, en tout cas énorme. Et je l'imagine là, un besoin de sécurité, mais pour la vie de sa fille. Oui, mais ça, je l'ai su après dans les entretiens. En fait, il avait peur du jugement, c'est-à-dire qu'il se sentait, lui, jugé de ce qui arrivait à sa fille. Et donc, il avait peur du jugement. Il fallait qu'on trouve une solution immédiate pour qu'il échappe à cette pensée d'auto-jugement. Pour le soulager de sa souffrance. Pour le soulager de sa souffrance. De sa souffrance à lui. Hein. Bien sûr. Oui. Et c'est tellement important ce non-jugement, en tout cas cette qualité-là. Je crois que la CNV nous aide vraiment à développer, sentir que les patients, les familles puissent sentir un accueil non-jugeant, que je n'avais pas toujours à l'époque, soyons honnêtes, avant de connaître la CNV. J'ai juste une pensée pour toi, Michel, qui était arrivé. C'était peut-être pas une situation entre professionnels de santé, mais j'étais touchée en arrivant. Tu nous disais que toi, tu avais reçu, en tout cas, une mauvaise nouvelle d'une participante et que ça avait été choqué. Là, on t'entend pas. Est-ce que oui? Oui. J'ai reçu par SMS l'information du décès d'une participante par sa fille. Oh là là. En me disant, mardi, rendez-vous à 10h30 pour la cérémonie. Alors, ça m'a fait bizarre, quoi, parce que j'étais dans tout à fait autre chose, dans des SMS avec des amis. Tout d'un coup, je regarde ça et ça m'a fait un choc. Oui. Donc, je me dis, la façon dont on dit les choses. Oh là là. Et la brutalité des SMS, la brutalité d'une nouvelle envoyée. Et comme tu le dis, tu me l'avais dit un jour, on ne sait jamais dans quel contexte est la personne. Donc, une énorme vigilance. Et ça rejoint ce que disait Mercedes, vérifier la disponibilité, demander presque la permission, en tout cas, de la personne. Ah oui. Oui, là, c'est une vraie irruption, une irruption dans ta vie de cette confrontation, Michel, avec la mort. Elle aurait peut-être donné une petite phrase d'introduction. Vraiment, attention, oui. Merci beaucoup de le dire, Michel. Oui. Parce que là, ça fait très brutal. Oui, c'est ça, un SMS, ça arrive dans notre vie quotidienne, on ne sait pas dans quoi on est, il n'y a pas moyen de les freiner. Un mail, tu peux choisir le moment. Et les SMS, en général, c'est plutôt joyeux dans mon expérience. Oui. C'est entre amis, c'est des choses légères. Oui, légères, oui, des rendez-vous. Voilà. Oui. C'est vrai merci. Un petit mail avec une phrase d'introduction, ça aurait été plus doux, mais bon, c'est comme ça. Merci beaucoup, Michel, de nous sensibiliser aussi aux moyens de communication et à leur usage. Oui. Merci. Ce qui m'aide beaucoup, c'est que tous les jours, je prends 2-3 fois dans la journée pour voir où j'en suis dans mon vase émotionnel. Et heureusement pour moi, il était relativement vide. Mais quand même, ça m'a fait quelque chose. Merci, Michel. Et pour respecter nos engagements, 19h-20h, on va conclure peut-être en disant un mot sur comment... Très touchée d'avoir partagé avec vous à nouveau autour de cette vidéo enrichie par vos réflexions. Vraiment sur cette
voilà, ce sujet si subtil. Oui, il y a un énorme changement médical par rapport au moment où les médecins étaient en position de pouvoir et décidaient si la personne était ou non en capacité de recevoir. Je trouve qu'il y a eu un chemin énorme, hein, parce que j'ose pas dire mon âge, je suis la plus ancienne ici, mais je peux dire qu'à l'époque, il y avait souvent des patrons qui disaient en staff, est-ce que la personne est capable de recevoir ou non? J'en étais vraiment choquée. Et là, on peut célébrer le cheminement qu'il y a eu. Mais là, je n'ai pas respecté ce que j'ai dit, juste un mot. Donc, je laisse la parole à qui veut pour conclure. Moi, je veux bien l'apprendre. Moi, je ressens beaucoup de fierté pour ces vidéos, ces soirées, événements qui tournent autour des problématiques de communication dans la santé. C'est très fier que les médecins se saisissent, les médecins, pardon, on est plus médecins la plupart d'entre nous, les soignants en général, Oui. je pense vraiment à tous les soignants, hein, les infirmières également, les kinés, les psychos, toutes les personnes qui interviennent puissent également ça coupe, avoir Laurent, une de temps en information, temps. avoir une Oui. sensibilisation. Oui. C'est la tempête chez moi, c'est pour ça. Voilà. Bon, voilà, Merci. que CAP Fierté. CNV Santé puisse être le bras armé, puisse être la voie par laquelle la communication non violente entre dans le monde de la santé. Voilà, donc, ça en fait partie, j'en suis très fier. Et j'ai oublié de te présenter vraiment en tant que vice-président, très actif et très engagé. Gratitude. Les autres, vous voulez dire un petit mot? Sabine, notre médecin vedette ce soir. Je veux surtout te remercier, Pascal, parce que le fait d'avoir travaillé toutes les deux pour jouer cette petite scénette et puis mettre tout ce qu'on, tout notre cœur et tout ce qu'on avait envie d'y faire passer. Si ça a suscité de l'écho comme ça, je suis ravie et je te remercie. Oui, et merci. C'est vrai qu'on a vécu un très beau moment en préparant toutes les deux. Oui, en se préparant. Mercedes, oui. Juste de la gratitude. Merci pour le travail que vous avez fait et merci pour ce partage, vraiment que je trouve vraiment précieux. Moi, je garderai le verbe suivre. En effet, suivre, j'ai bien aimé ça. Suivre le patient et pas être devant. Rester à côté, suivre. Gratitude aussi pour ces vidéos et ce moment. Et toi, Michel, le mot de la fin? Voilà, moi, je suis touchée par la délicatesse qui est en train d'augmenter un peu partout, parce que récemment, j'ai vu un ophtalmo qui manquait complètement de délicatesse, et je me suis dit, j'irai voir ailleurs, parce qu'il était nerveux, fatigué, pressé, et c'est très désagréable, vraiment, alors que c'était juste un contrôle par rapport à ma myopie. Voilà, donc la délicatesse, pour moi, c'est tellement important, et encore plus dans les métiers de soins. Merci. Merci, Michel. Merci. Avancer les choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup. C'est précieux. Merci. Du coup, l'enregistrement, Laurent, sera disponible. Oui, le temps qu'on a quelques ajustements techniques, mais en tout cas, les enregistrements seront disponibles sur notre chaîne YouTube. La vidéo qu'on a diffusée sera disponible aussi très rapidement sur la chaîne YouTube de CAP CNV Santé. Merci. Avec d'autres. Il y a plusieurs enregistrements. T'arrêtes peut-être l'enregistrement, Laurent, maintenant? Oui. Et comme ça, on peut avoir un petit échange entre nous à huis clos.